Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité, Jean-Noël Barrot, bonjour. Bonjour. Vladimir Poutine pose donc ses conditions au projet de trêve en Ukraine, à savoir la démilitarisation du pays, le départ de Volodymyr Zelensky ou encore l'annexion des territoires occupés. La fin du conflit peut-elle passer par ce qui ressemble à une capitulation de l'Ukraine ? Comment, en tout cas, Emmanuel Macron peut faire entendre la voix de la France ? Comment peut-il faire peser face à Poutine et aussi à Trump ? Et quid de l'Europe ? Quelles sont les forces, ses forces et ses faiblesses ? Mais pour commencer, Jean-Noël Barrot, Emmanuel Macron dénonce dans la PQR aujourd'hui l'attitude de Vladimir Poutine. Il estime qu'il faut que la pression soit claire sur la Russie, car elle ne donne pas l'impression de vouloir la paix sincèrement. Est-ce à dire que la France et que l'Europe doutent que Poutine veuille conclure un accord et qu'il est en train, quelque part, de vous rouler dans la farine ? Il y a quelques jours, l'Ukraine, en discussion avec les États-Unis, a fait une concession très importante en acceptant le principe d'un cessez-le-feu sans condition, un cessez-le-feu de 30 jours pouvant être renouvelé. Donc aujourd'hui, le seul obstacle à la paix, si je puis dire, c'est Vladimir Poutine qui effectivement semble réfléchir avant de consentir au principe d'un cessez-le-feu à des conditions qui seraient très certainement inacceptables pour l'Ukraine et pour l'Europe. Là, ça ressemble à une capitulation, vous êtes d'accord ? Non, je n'ai pas vu de capitulation de l'Ukraine. Non, ce que veut Poutine. Est-ce que propose Trump ? Ce que souhaite Poutine, c'est à lui qu'il faut le demander. Ce que nous constatons, c'est que depuis 3 ans, Vladimir Poutine ne montre aucun signe de vouloir une paix juste et durable en Ukraine, et que désormais, que les Ukrainiens qui courageusement résistent contre l'envahisseur depuis 3 ans ont fait un pas décisif en direction de la paix. C'est à Vladimir Poutine de démontrer qu'il est prêt à le faire lui aussi. Justement, donc Emmanuel Macron parle de pression sur la Russie. À quelle pression fait-il allusion ? Est-ce qu'il peut s'agir d'une accélération des ventes d'armes européennes à l'Ukraine et notamment françaises ? Il y a beaucoup de moyens que nous avons mobilisés depuis 3 ans pour soutenir l'Ukraine, en commençant par le soutien militaire, le soutien économique, le soutien humanitaire, mais je pense aussi aux sanctions. Le 24 février dernier, 3e anniversaire du début de la guerre d'agression russe en Ukraine, nous avons pris un 16e paquet de sanctions, européennes. Ouais. Et lundi, demain, à Bruxelles, nous adopterons, ou en tout cas nous renouvellerons les sanctions individuelles qui visent 2400 personnes russes et qui viennent alourdir le coût de cette guerre menée par Vladimir Poutine, qui asphyxie l'économie russe et qui se fait au détriment de son propre peuple. 2400 personnalités russes et leurs avoirs ? Bien sûr, puisque l'Europe a immobilisé dès le début de la guerre 200 milliards pour l'instant, plus de 200 milliards d'euros d'avoirs publics, mais aussi d'avoirs privés, dont les revenus d'ailleurs ont été mobilisés pour fournir une aide substantielle à l'Ukraine l'année dernière, 45 milliards d'euros qui ont commencé à être transférés à l'Ukraine. Alors il y a le cas Poutine, il y a le cas de Trump. Entre les deux, qui tient le manche, Poutine ou Trump, Donald Trump peut-il arriver à faire plier Vladimir Poutine et comment ? D'abord, que Donald Trump ait décidé d'accélérer la fin de cette guerre d'agression, c'est une bonne chose et nous ne pouvons que nous en réjouir. Il l'a dit très clairement. Après avoir engagé des discussions avec la partie russe, Vous parlez de Trump, hein ? Oui, si la partie russe ne joue pas le jeu, si elle ne se montre pas prête à faire des compromis, qu'il était prêt à prendre des sanctions lourdes, à appliquer des droits de douane, voire plus. Mais qui tient le manche entre les deux ? Il faut s'attendre effectivement à ce que si Vladimir Poutine n'allait pas dans le sens d'une paix juste et durable, qui commence par un cessez-le-feu, qui permet l'ouverture des négociations, alors il s'expose à ce que les États-Unis d'Amérique et Donald Trump prennent à son encontre des sanctions particulièrement lourdes. C'est ce que vous a dit le secrétaire d'État américain Rubio au Canada ? C'est ce que Donald Trump a dit à plusieurs reprises ces derniers jours et c'est ce que m'a confirmé Marco Rubio, secrétaire d'État. Quel type de sanctions pourraient prendre les États-Unis contre la Russie ? Vous savez, il y a une palette très vaste et ça peut intervenir rapidement ? Ça peut intervenir à tout moment. Je crois que les États-Unis sont prêts à le faire à tout instant. Est-ce que l'Europe, est-ce que la France peuvent encore compter sur la solidarité américaine, notamment en matière de défense ? Dans le cadre de la résolution de la crise et la fin de la guerre d'agression russe en Ukraine, bien sûr que nous voulons nous appuyer sur nos alliés américains qui n'ont pas manqué à l'Ukraine depuis 3 ans.
pour amener d'ailleurs Vladimir Poutine à entrer dans une négociation menant vers une paix juste et durable pour l'avenir, pour notre sécurité, pour la paix sur le continent européen. Je crois qu'il est très clair désormais pour tout le monde, et ça ne date pas d'ailleurs de Donald Trump, ni de son deuxième mandat, ni de son premier, que nous devons nous donner les moyens d'être dissuasifs face à toutes les menaces, la menace russe, mais aussi toutes les menaces qui pourraient nous viser. Et pour cela, relever significativement notre effort de défense. Les premières étapes de ce mouvement historique ont été franchies, notamment la semaine dernière avec la réunion des 27 chefs d'État et de gouvernement européens. Avec aussi une évolution, a priori, de la doctrine nucléaire de la France, évoquée par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut comprendre que notre pays peut, à travers cette évolution de la doctrine nucléaire, la tête d'une espèce d'OTAN européen? Il n'y a aucune évolution de la doctrine. Il y a simplement eu une réaffirmation par le président de la République de la dimension européenne de la dissuasion française, un principe qui avait déjà été énoncé en son temps par le général de Gaulle. Ce qui s'est produit, c'est que le futur chancelier allemand Friedrich Merz a exprimé avec, je dirais, beaucoup plus de force que ses prédécesseurs ne l'avaient fait, la volonté de l'Allemagne de prendre au sérieux cette dimension européenne de la dissuasion française, ce à quoi le président de la République a répondu qu'il était prêt à ouvrir un dialogue stratégique pour que nos partenaires, au moment même, c'est le cas de l'Allemagne, mais d'autres également, au moment même où ils ont décidé, eux aussi, de relever significativement leur effort de défense, eh bien qu'ils puissent le faire en ayant pleinement conscience de ce que recouvre la dimension européenne, la dissuasion française, pour qu'ils puissent, je dirais, construire leur effort de défense en pleine complémentarité. Européenne, avec à sa tête la France. Pilier européen de l'OTAN, puisque nous avons entendu les Américains qui disent depuis longtemps qu'ils souhaitent diminuer leur engagement au sein de l'OTAN, qui est une alliance fondamentale dont nous sommes membres fondateurs et qui a permis d'assurer la protection de ce qu'on appelle l'axe euro-atlantique, c'est-à-dire en gros de l'Europe et de l'Atlantique Nord. Dans ce moment de désengagement annoncé des États-Unis, eh bien, il ne faut pas se lamenter. Au contraire, il faut voir ça comme une opportunité pour que l'Europe réinvestisse cette alliance, qu'elle en prenne, si l'on peut dire, un peu le leadership, qu'elle y développe sa vision, ses capacités pour profiter de toutes les solidarités qui sont rendues possibles par cette alliance au service de la sécurité européenne. Alors au passage, puisqu'on parle de nucléaire, si les Ukrainiens sont dans cette situation depuis 3 ans, c'est parce qu'ils ont, depuis d'ailleurs même 2014, c'est parce qu'ils ont renoncé à leurs armes nucléaires en échange de garanties. On a vu ce que valaient ces garanties, notamment russes. Ils ont été envahis. On a vu aussi le fait que de disposer d'une arme nucléaire comme en dispose la Russie a été considéré comme une autorisation de faire n'importe quoi chez leurs voisins, donc en Ukraine. Partant de là, est-ce que le dossier de la renucléarisation de l'Ukraine n'est pas une carte à prendre au sérieux? Est-ce qu'une renucléarisation de l'Ukraine est légitime? D'abord, ce que vous dites, le constat que vous faites sur la dénucléarisation de l'Ukraine il y a quelques années est un démenti flagrant de ce qu'on entend, y compris en France, à savoir que l'Ukraine aurait, avec ses amis européens, tenté de vouloir agresser la Russie et que, en réalité, cette guerre d'agression russe serait le résultat de provocations répétées. On voit bien, en lisant ce qui s'est passé dans l'histoire, que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Ensuite, cette question que vous soulevez est essentielle, et c'est la raison pour laquelle une capitulation de l'Ukraine serait une catastrophe. Elle serait une catastrophe pour l'Ukraine, elle serait une catastrophe pour la sécurité européenne, puisque nous aurions à nos portes, aux frontières de l'Union européenne, une armée russe surarmée et prête potentiellement à poursuivre son offensive vers l'ouest. Mais, et c'est là où votre point est très important, ce que cela signifierait également, c'est qu'il n'y a pas de sécurité pour ceux qui ne disposent pas d'une arme nucléaire, ou plus précisément que lorsque vous disposez d'une arme nucléaire, vous pouvez impunément envahir votre voisin et étendre ainsi votre sphère d'influence. Est-ce que ça veut dire et ça, c'est totalement inacceptable. Est-ce que ça veut dire que l'Ukraine peut et doit se renucléariser? Non, vous savez, l'architecture de sécurité mondiale, elle repose sur un traité, le traité de non-prolifération, qui date des années 60 et qui a permis d'éviter que des pays se sentant menacés par leurs voisins commencent à se doter dans une forme de course à l'armement de moyens nucléaires pour se protéger. Ce qui aurait suscité, si ce traité n'avait pas existé et s'il n'existait pas encore, une très grande déstabilisation à l'échelle planétaire. Alors, il y a 2 personnages curieux dans cette séquence, et
Poutine et Trump. Le vrai danger, le plus grand danger, c'est Trump ou Poutine. Et qui est le plus fou? C'est Poutine ou c'est Trump? Tout ce qui est excessif et insignifiant, et je ne crois pas qu'on soit là pour commenter la personnalité des uns et des autres. Vous avez déjà posé la question. Ce qui est très clair, c'est qu'il y a une menace existentielle aujourd'hui pour l'Europe, et que cette menace existentielle, c'est celle de la Russie, qui n'est pas la Russie que nous avons connue il y a 15 ans. Le président Poutine n'est pas celui que le président Chirac côtoyait. Il y a 3 ans, la menace s'est totalement et profondément transformée. Elle a pris l'allure, elle a pris la dimension d'une invasion à grande échelle. Elle s'est ensuite internationalisée avec l'arrivée des soldats nord-coréens dans le conflit. Elle s'est installée, cette menace, dans tous les champs connus de la conflictualité, y compris dans l'espace ou dans le cyberespace, et elle a fini par porter atteinte aux intérêts européens, avec des actes de sabotage, avec des actes de désinformation, on se souvient des étoiles de David, des mains rouges ou des cercueils, avec des actes de cyberattaque, comme certains hôpitaux tout ça, c'est européens la en fait. Tout ça, c'est lié évidemment à la Russie. Une Russie qui consacre aujourd'hui 10% de sa richesse nationale à son effort militaire, 40% de son budget, et qui ne va pas, si je puis dire, s'arrêter là. Et donc cette menace-là, nous en avons pleinement conscience, et aujourd'hui, en Européens, avec les Européens, nous voulons la dissuader. Nous ne voulons pas aller agresser quiconque. Nous n'avons aucune prétention d'aucun ordre. Mais nous voulons dissuader toutes les menaces, et à commencer par celle qui nous vient de l'Est, du flanc oriental de l'Europe, c'est celle de la Russie. Est-ce que vous considérez que la Russie peut un jour attaquer la France? Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la Russie de Vladimir Poutine est installée de manière très nette, de manière très structurée, dans une posture d'agressivité à l'encontre de ses voisins. Ça a été vrai de la Géorgie en 2008, ça a été vrai de l'Ukraine à partir de 2014, c'est vrai aujourd'hui de la Moldavie, et interroger les pays de l'Est de l'Europe, les pays baltes ou la Pologne, pour savoir si oui ou non ils ressentent cette pression ou cette menace, ils vous répondront qu'ils la ressentent. La question portait sur la France. Est-ce que vous ressentez une menace de Poutine sur la France? Je vous l'ai dit, certains de nos intérêts ont d'ores et déjà été touchés, puisque la Russie, avec ses manœuvres de désinformation, avec ses manœuvres cyber, a d'ores et déjà perturbé. Et puis, je suis bien obligé de constater que dans certaines élections qui ont lieu dans des pays membres de l'Union européenne, comme en Roumanie, la Russie a là encore tenté de déstabiliser, parfois réussi, le jeu démocratique, et que tout cela, nous devons le prendre très au sérieux. Alors, quand vous dites ça, menace russe, on vous accuse, on accuse Emmanuel Macron, on accuse le gouvernement, on vous accuse, LFI, ARN, de jouer la peur dans cette crise en Ukraine. On accuse Emmanuel Macron, le président, de jouer la peur pour se refaire une santé politique. Je crois qu'il ne faut pas être sensible ni réceptif aux arguments russes blanchis par les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de créer de la peur, il s'agit de créer de la lucidité sur l'environnement dans lequel nous sommes. Un environnement dans lequel les menaces sont plus nombreuses qu'elles l'étaient auparavant, et notamment les menaces de sécurité. La Russie n'est pas la seule, on parlera peut-être de l'Iran tout à l'heure. Et dans ce contexte, il convient que nous adaptions notre posture. Ce sont des choix collectifs que nous devons prendre, que nous devons faire mais quand ensemble. on vous dit, vous jouez la peur. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Premier ministre, le ministre des Armées ont reçu l'ensemble des groupes parlementaires ce jeudi pour leur faire part de l'analyse de la menace. C'est pourquoi, pour ma part, j'ai décidé d'engager une tournée des régions pour aller au plus près des Français et pour leur mettre les cartes en main. Parce que les affaires étrangères, ce qui se passe au-delà de nos frontières, c'est l'affaire de tous. Est-ce que vous considérez justement que les partis politiques que vous avez rencontrés jouent le jeu face à la crise en Ukraine et à la volonté d'Emmanuel Macron d'augmenter par exemple le budget de la défense? Est-ce qu'ils jouent le jeu tous? Ce que je constate, c'est lorsque nous avons à l'Assemblée nationale, au Sénat, débattu de la situation en Ukraine et de la sécurité de l'Europe, eh bien qu'une certaine unité s'est dégagée. Ensuite, c'était le constat qu'il fallait dresser ensemble, va se poser la question des efforts que nous allons devoir consentir à tous les niveaux, au niveau européen mais aussi au niveau national, et c'est cette discussion que le gouvernement prépare et à laquelle chacun sera amené à contribuer. Unité à laquelle participe
LFI et le RN ou pas? Il est vrai que dans les échanges reviennent à fréquence régulière certains de ces arguments russes que j'évoquais, blanchis sous les réseaux sociaux ou par des réseaux de propagande qui ne disent pas leur nom et qui consistent éternellement à vouloir faire croire que la guerre d'agression russe en Ukraine, qui est sans doute la violation du droit international la plus grave depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, aurait été provoquée par l'Europe et par l'Ukraine. C'est évidemment un contresens absolu. On l'entend à l'extrême droite de l'hémicycle, on l'entend à l'extrême gauche également. Et il faut que cette reprise des arguments russes cesse, puisque nous n'avons eu dès les premières heures de la création de l'OTAN d'autres objectifs, aucun autre objectif que celui de défendre mais la sécurité du continent européen sans jamais agresser personne. Le seul agresseur dans cette affaire, et depuis 3 ans, c'est la Russie. Est-ce que ça veut dire que le RN et LFI sont les représentants du parti de Poutine en France ? Ce qui est certain, c'est qu'on retrouve dans les expressions de certains de leurs responsables... les responsables de qui, précisez les choses. Les responsables du Rassemblement national parfois, de la France insoumise parfois, des arguments qui sont ceux du Kremlin. Et je crois que cela doit cesser. Nous devons devant les Français, nous avons un devoir de lucidité. Représentant du parti de Poutine en France ? Nous avons devant les Français un devoir de lucidité, un devoir de vérité. Et la vérité, c'est que le seul agresseur, c'est Vladimir Poutine. La seule escalade, c'est celle de la Russie. Devoir de lucidité et de vérité. Est-ce qu'on a l'impression que Trump a fait tout ce qu'il pouvait pour se mettre à dos l'ensemble de ses alliés, y compris la France ? Sur quoi ça peut déboucher ? Je crois qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Les Ukrainiens combattent aujourd'hui avec des armes européennes, mais aussi avec des armes américaines. Je crois qu'aujourd'hui, la sécurité du continent européen est assurée en grande partie par l'OTAN, alliance à laquelle appartiennent les États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas, même si nous ne sommes pas toujours alignés avec les États-Unis, oublier que les États-Unis sont nos alliés. Amis, toujours ? Alliés ne veut pas dire constamment alignés, mais il ne faut pas que ce sur quoi nous sommes en désaccord, et il arrive que nous le soyons avec les États-Unis, nous empêche d'œuvrer ensemble au service de ce sur quoi nous sommes d'accord. Alors justement, vous étiez au G7 au Canada, et pendant que le G7 se déroulait donc sur le territoire canadien, donc auquel vous avez participé, le sous-marin nucléaire d'attaque SNA français Tourville a fait surface dans les eaux du port canadien d'Halifax. Quel sens faut-il y voir ? Quel signe faut-il y voir ? Est-ce que c'est une mise en garde en direction des États-Unis ? Un sous-marin nucléaire à quelques centaines de kilomètres des États-Unis, ça fait bizarre, non ? Merci de citer le sous-marin nucléaire d'attaque, le Tourville, qui n'est pas encore admis au service actif dans la Marine nationale, qui est en phase de test, si l'on peut dire. Enfin, le tester face aux États-Unis, ça fait bizarre. Qui est un témoin de l'excellence industrielle de la France. La France, qui est une grande puissance maritime et qui était en escale à Halifax au Canada dans le cadre de ce test, ce qui a permis d'ailleurs aux industriels canadiens ainsi qu'à certains officiers de la marine canadienne de découvrir ce bateau et au moment où le Canada s'interroge sur le renouvellement de sa flotte. Pas de signes en direction, de mise en garde des États-Unis. Je vous le disais, le Tourville sera prochainement admis au service actif. Il ne l'est pas à ce stade, il est en phase de test. Mais son escale à Halifax a permis aux Canadiens, à nos amis canadiens, industriels et militaires, de mesurer toutes les qualités de ce joyau industriel français. Est-ce que ça veut dire que le Canada pourrait acheter des sous-marins nucléaires français ? Le Canada songe à renouveler sa flotte de sous-marins et s'intéresse à la production industrielle française. C'est une bonne chose. Si les intentions du Canada se précisent, eh bien, nous serons au rendez-vous. Le Premier ministre canadien vient à Paris la semaine prochaine. Oui. Il peut faire état de cet objectif d'acheter des sous-marins nucléaires français ? Ce qui est clair, c'est que le Canada souhaite entretenir des liens de coopération toujours plus étroits avec la France et avec les pays européens. En matière de défense comme dans d'autres domaines, nous sommes ouverts à ce que de telles coopérations puissent s'approfondir. Alors, vous êtes ouvert, est-ce que vous êtes ouvert aussi à un autre objectif éventuel du Canada ? C'est-à-dire, on nous dit que le Canada souhaite rejoindre l'Union européenne. Est-ce que c'est concevable ? Est-ce que vous le souhaitez ? D'abord, cette popularité de l'Union européenne dans l'opinion publique
canadienne démontre à quel point l'Union européenne est attractive. 44% des Canadiens souhaitent que le Canada rejoigne l'Union. On nous dit souvent que l'Union européenne ne fait rêver personne. Eh bien, que l'on regarde sur le flanc Est, et je pense évidemment à la Géorgie et il y a quelques années à l'Ukraine, que l'on regarde cette fois-ci outre-Atlantique, on voit à quel point l'Union européenne, qui est, je dirais, qui est un projet de démocratie, de liberté et d'état de droit, suscite tout autour de nous. Alors la question c'était, est-ce que vous souhaitez, est-ce que c'est concevable que le Canada rejoigne l'Union? Est-ce que vous souhaitez que le Canada adhère à l'Union européenne? Ce que je souhaite, c'est que des relations toujours plus étroites puissent se nouer entre nous. Et je dois dire que cela commence déjà. Cela commence déjà. Au Canada, est-ce que les Canadiens vous ont dit on a envie de rejoindre l'Union? Est-ce que vous l'ont dit? Ce que ma collègue ministre des Affaires étrangères canadienne m'a exprimé, c'est l'intention qui est celle du gouvernement canadien d'établir des coopérations approfondies avec nous. Parce que l'Union européenne est perçue comme un allié solide et un allié fiable pour le Canada. Allié solide, allié faible, c'est peut-être pas le cas des États-Unis. Jusqu'où jusqu'où va aller le bras de fer commercial entre la France et les États-Unis avec ces taxes annoncées à 200% par Trump sur les vins et les champagnes français? Comment protéger les filières françaises? Et puis, est-ce qu'il existe une arme fatale contre Trump? La France et l'Europe envisagent-elles que les sociétés proches de Trump, par exemple, soient touchées, soient sanctionnées? Bon, il y a 3 niveaux de réponse. Le premier, c'est évidemment de poursuivre le travail de conviction pour rappeler aux États-Unis, comme à d'autres, que personne n'a intérêt à entrer en guerre commerciale contre l'Union européenne. Cet acte de 100%, c'est définitif ou ça peut évoluer? Et singulièrement les États-Unis, puisque nous sommes leur premier partenaire commercial et que les États-Unis ont un besoin vital de l'Europe et de l'Union européenne. Besoin vital de notre épargne, 300 milliards d'euros qui chaque année viennent financer l'économie américaine et puis le déficit public américain. Besoin vital de notre marché, le plus grand marché économique du monde et 450 millions de consommateurs, ce qui, pour les grandes plateformes numériques américaines, est un débouché essentiel. Besoin vital également de nos chercheurs, de nos talents qui peuplent les entreprises et les universités américaines. Parlons des sanctions. Oui. Les sanctions annoncées par Trump. Vous voulez parler des sanctions? Moi, je parle d'abord d'un travail de conviction. Ensuite, il y a évidemment... Est-ce que ça ira jusqu'au bout? Est-ce que Trump peut flancher? Et quels peuvent être les moyens de pression de l'Europe et de la France face à Trump? Ensuite, si la conviction ne suffit pas, il y a évidemment la dissuasion. Et nous l'avons déjà fait en 2018. Lorsque nos intérêts commerciaux sont atteints, eh bien, nous répliquons. L'Europe réplique. Ça a été le cas en 2018 et ça sera le cas cette fois-ci. Réplique comment? Eh bien, en appliquant des droits de douane. C'est ce que l'Union européenne vient de décider. Par ailleurs, depuis le premier mandat de Donald Trump, l'Union européenne s'est dotée de nouveaux instruments, d'instruments beaucoup plus puissants, beaucoup plus dissuasifs. Exactement, l'instrument anti-coercition. L'instrument d'application. Voté par le Parlement européen. Exactement, qui permet à l'Europe, qui a la responsabilité des négociations commerciales, d'activer beaucoup plus de leviers pour défendre ses intérêts. Alors là, c'est pratiquement la guerre nucléaire. Anti-coercition, ça va très loin. Mais il n'y a pas de guerre nucléaire. C'est la dissuasion, justement. Oui, dissuasion, d'accord. Mais par exemple, on se dit, pourquoi pas sanctionner les sociétés proches de Trump? Par exemple, les sociétés d'Elon Musk. Certains disent, pourquoi pas interdire X au sein de l'Union européenne? Mais nous avons déjà. Est-ce que ça peut être le cas? Non, mais est-ce que ça peut être le cas? Précisément, sur X, est-ce que X, le réseau social X de Elon Musk, peut être interdit au niveau européen? Et vous me demandez des réponses précises, je vous les donne. En 2022, lorsque la France présidait l'Union européenne, nous avons adopté des règlements, et notamment un règlement qui s'appelle le règlement sur les services numériques, qui s'applique aux grandes plateformes de réseaux sociaux. Que dit ce règlement? Il dit que les plateformes de réseaux sociaux doivent veiller activement à ne pas perturber la santé publique, la sécurité publique et le discours public. Si elles ne mettent pas en œuvre ces moyens, alors la Commission peut diligenter des enquêtes, c'est le cas pour X, et à l'issue de ces enquêtes, prononcer des amendes qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Et lorsque les manquements... c'est des amendes, c'est pas une interdiction. Oui, mais lorsque les manquements sont répétés, cela peut aller jusqu'à une restriction d'accès à partir de l'Union européenne
à ces plateformes. Donc il y a bien une possibilité. Un tel procès. Eh bien, ça prend trop longtemps. Ça fait de nombreuses fois que je rappelle à la Commission européenne son devoir de mettre en œuvre ces règles que nous sommes démocratiquement données, de mettre fin aux enquêtes qu'elle a diligentées contre X et de prononcer, le cas échéant, les amendes les plus lourdes soient-elles si des manquements ont été constatés. Donc X est en ligne de mire. X fait l'objet d'une d'une enquête de la Commission européenne et j'appelle la Commission à clôturer cette enquête et à prendre toutes les sanctions si nécessaire. Au passage, que vous inspire l'annonce par la Maison-Blanche, c'était hier si je ne me trompe pas, de l'annulation des contrats publics passés aux États-Unis par 3 agences de presse, dont l'agence française AFP. Je ne vais pas commenter la politique intérieure américaine. Mais ceci étant dit, je considère que la presse libre et indépendante joue un rôle essentiel dans la vitalité démocratique, mais aussi dans la protection du débat démocratique contre toutes les formes d'ingérence étrangère. Et donc je crois que dans les grandes démocraties, comme la France, comme les pays de l'Union européenne ou comme les États-Unis, nous avons tout intérêt à renforcer notre presse sous toutes ses formes, qu'est-ce que vous dites à la rendre toujours plus libre, toujours plus pluraliste, de manière à pouvoir mieux nous équiper contre les ingérences étrangères et la propagation des fausses nouvelles. Qu'est-ce que vous répondez à cette annonce ou peut-être à cette menace, si ce n'est pas effectif? Je vous le dis. Est-ce que vous laisserez faire? Je considère pour notre part qu'en France et en Europe, nous devons tout faire au moment où les ennemis de la démocratie tentent par l'instillation dans le débat public de fausses nouvelles, de nous fragiliser, et bien de renforcer la presse libre et indépendante, qui est un véritable bouclier démocratique. Rapidement, avant de passer à un autre thème de cette émission, dans ce contexte de service militaire volontaire proposé par Édouard Philippe, Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui dans la PQR une refonte du SNU. Le service national universel. Précisément, quelle pourrait être cette refonte? Ça pourrait impliquer quoi, rapidement? D'abord, le service national universel est une excellente initiative de ces dernières années que nous avons portée. Qui ne fonctionne pas. Et qui permet à des dizaines de milliers de jeunes aujourd'hui... vous êtes allé visiter Frédéric Aziza, moi j'y suis allé dans ma circonscription à Satori. C'est un passage qui me paraît essentiel pour permettre à la jeunesse aujourd'hui de manière volontaire de prendre la mesure de ce que c'est qu'être un citoyen et de ce que c'est que de se mettre au service de sa nation. La refonte annoncée par le président, ça pourrait aller vers quoi? Mais c'est pour lui donner sans doute plus de corps, de permettre à plus de jeunes d'y participer, pour préparer les citoyens de demain aux défis qui sont devant nous. Alors, autre sujet, c'est le Proche-Orient. 17 mois après le programme du Hamas du 7 octobre, comment la France envisage l'avenir du Proche-Orient? Est-ce que vous concevez l'avenir de Gaza et la paix avec le maintien du Hamas à Gaza? Non. Aucun avenir pour la bande de Gaza avec le Hamas. Mais pour répondre plus précisément à votre question, il faut d'abord que le cessez-le-feu puisse se poursuivre et que Israël comme le Hamas tiennent leur engagement, que les otages soient libérés. Aujourd'hui, qui ne tient pas ses engagements? C'est le Hamas ou c'est Israël? Écoutez, aujourd'hui, le Hamas ne libère pas les prisonniers. Aujourd'hui, le gouvernement israélien a interrompu l'aide humanitaire et y compris la fourniture d'électricité à la bande de Gaza. Ce qui est essentiel, c'est que les termes qui ont été agréés, grâce notamment à la pression américaine, soient tenus. Pourquoi? Parce que le plus dur reste à faire. Et le plus dur, c'est le jour d'après. Ouais. Et le jour d'après, c'est la... Donc vous dites sans le Hamas. C'est la sans le Hamas, évidemment. C'est la reconstruction de Gaza. C'est sa gouvernance sans le Hamas. Et c'est la sécurité pour Israël et la sécurité pour le Palestinien. Et tout ça doit permettre d'ouvrir la voie à une solution qui est seule susceptible de garantir durablement la sécurité d'Israël, une solution à 2 États. Et c'est l'objet de la conférence que la France co-présidera avec l'Arabie Saoudite cet été. La position de Donald Trump sur les otages est-elle celle de la France, à savoir que si le Hamas ne libère pas les otages, il devra payer un prix fort? Le Hamas doit respecter les termes de l'accord qu'il a signé. C'est essentiel pour l'intérêt des Palestiniens, pour l'intérêt de l'avenir de cette bande de Gaza. Et non seulement le Hamas doit libérer les prisonniers, doit rendre ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des otages. Les otages, excusez-moi, évidemment, doit libérer tous les otages et le faire dans des conditions dignes, parce qu'on a vu des scènes qui étaient absolument insupportables et inacceptables. Et il doit également baisser les armes et céder toute forme de pouvoir, d'autorité et d'influence sur la bande de Gaza. Les États-Unis ont frappé massivement cette nuit les zones contrôlées par les Houthis
au Yémen. Donald Trump promet même d'employer une force létale écrasante jusqu'à ce que les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, cessent ses attaques contre les navires le long d'un corridor maritime vital. Est-ce que la France approuve l'action des États-Unis cette nuit contre les Houthis? Faut-il mettre les Houthis hors d'état de nuire? Il faut rappeler ce que sont les Houthis. Les Houthis, c'est un groupe islamiste radical soutenu par l'Iran qui perturbe, c'est vrai, gravement la circulation maritime dans la mer Rouge, à proximité du canal de Suez, qui est un carrefour maritime majeur, mais qui pose aussi des menaces pour Israël et pour les pays du Golfe, puisque, je le rappelle, ce sont des missiles et de très nombreuses roquettes qui ont été tirées par les Houthis sur Israël. Donc la France approuve l'action des États-Unis ? Donc depuis un an, la France a mobilisé ses moyens militaires avec des partenaires européens et des partenaires dans la région, dans le cadre de ce qu'on appelle l'opération Aspides. Nous avons plusieurs frégates qui sont engagées en mer Rouge pour faire échec aux agressions répétées des Houthis sur les navires de commerce. Les frappes américaines de la nuit dernière s'inscrivent dans la continuité des efforts déjà engagés par les États-Unis depuis un an là aussi pour frapper directement les Houthis. Vous approuvez ? Je vous dis, ça s'inscrit dans la continuité de cet effort collectif pour ramener la stabilité en mer Rouge, mais aussi pour défendre la sécurité d'Israël. Est-ce qu'il faut mettre les Houthis hors d'état de nuire ? Je le crois. Ils font partie de cet axe que l'Iran a voulu créer. L'axe que l'Iran a voulu créer pour déstabiliser la région et pour menacer la sécurité d'Israël, ce qui est évidemment inacceptable. Vous parlez de l'Iran, justement, ces frappes américaines apparaissent comme une mise en garde à l'Iran. La France considère-t-elle que l'Iran peut disposer de l'arme nucléaire? Faut-il tout envisager, y compris une action militaire contre l'Iran, pour l'empêcher de devenir une puissance nucléaire? L'Iran présente pour notre pays une menace substantielle. D'abord parce que en continuant de développer son programme militaire et son programme balistique, elle se met en situation de toucher directement le sol européen. D'autre part parce qu'elle a fourni des armes ou des systèmes à la Russie dans le cadre de sa guerre d'agression russe en Ukraine. Et enfin parce qu'elle porte atteinte à la sécurité d'Israël, à laquelle nous sommes indéfectiblement attachés. Iran, puissance nucléaire, ça ne peut pas exister? Non, il ne peut y avoir d'Iran nucléaire, c'est tout à fait inacceptable dans l'intérêt d'Israël, dans l'intérêt de la région et dans l'intérêt de la France et de l'Europe. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé une négociation très ferme avec l'Iran, avec nos partenaires européens, pour qu'elle revienne sur son programme nucléaire qui est tout à fait inacceptable. Une action militaire contre l'Iran, c'est envisageable ou pas? Est-ce que vous pensez que Donald Trump pense à cela? Il faudrait pouvoir l'éviter, tant les risques d'un embrasement de la région seraient élevés. Il faudrait pouvoir l'éviter, ça veut dire que ce n'est pas forcément évitable. Il faut pouvoir l'éviter et il faut pouvoir obtenir par la négociation, c'est la position de la France, c'est la position des Européens, un retour en arrière très significatif et très tangible de l'Iran sur son programme nucléaire et sur son programme balistique. Et un arrêt définitif, on parlait des Houthis à l'instant, de ces actions de déstabilisation dans la région. Israël a changé de stratégie en ce qui concerne ses relations avec les partis d'extrême droite européennes, et notamment le RN, en invitant son président, Jordan Bardella, et Marion Maréchal à une conférence sur l'antisémitisme qui va se tenir à Jérusalem les 26 et 27 mars prochains. Est-ce que vous confirmez, monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, que cette initiative vous a choqué et pourquoi? Je m'étonne d'abord que M. Bardella et Mme Maréchal répondent à l'invitation de Amichai Chikli, ministre des Diasporas, qui, il y a quelques jours, a proposé la fermeture du consulat général de France à Jérusalem, qui joue un rôle très important pour la protection des communautés chrétiennes, de la communauté française sur place, mais aussi dans le suivi de la situation à Gaza. Pour moi, c'est tout à fait incompréhensible et c'est une faute politique et diplomatique. Alors, sur le principe, est-ce que c'est vrai que ça vous a choqué? Et ensuite, s'agissant de la décision d'Israël, elle lui appartient, Israël est souverain, mais je ne peux m'empêcher de constater qu'il y a encore quelques mois, le parti de Mme Le Pen et de M. Bardella a présenté aux élections près d'une centaine de candidats avec un passif clairement antisémite. Et j'ai du mal à comprendre comment des relations peuvent être normalisées avec un parti, avec un parti qui, malgré tout ce qu'il voudrait dire, continue d'accueillir en son sein des militants, des responsables qui sont ouvertement ou quasi ouvertement antisémites. Ça veut dire que c'est une faute d'Israël? Je vous le dis, c'est une décision qui appartient à Israël. Au passage, vous êtes rendu à Damas le 3 janvier dernier. Vous avez rencontré le nouveau dirigeant de la Syrie, Ahmad al-Shareh. Est-ce que 2 mois après, vous ne regrettez pas de lui avoir serré la main à celui dont les hommes ont massacré des civils chrétiens alaouites?
Alors, je suis en désaccord avec ce que vous venez de dire. Je ne crois pas que ce soit les hommes d'Ahmed al-Shara qui soient rendus responsables. S'il y en a qui ont participé à ces massacres, ils devront être punis. Mais les analyses dont nous disposons aujourd'hui montrent que ce sont d'autres groupes avec lesquels il est affilié, ou en tout cas qui sont affiliés à l'autorité de transition, qui sont les principaux responsables de ces exactions totalement insoutenables et insupportables et qui devront être lourdement punis. Ensuite, est-ce que je regrette de m'être rendu en Syrie? Évidemment que non. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui se joue en Syrie, c'est la sécurité des Françaises et des Français. Il y a 10 ans, c'est depuis la Syrie que les attentats de Daesh ont été fomentés. Si nous détournons le regard, si nous mettons la tête dans le sable, eh bien, nous manquons à notre premier devoir devant les Français, c'est celui de lutter sans relâche contre le terrorisme où qu'il se situe, en allant le déraciner. Et c'est bien l'objectif de la France en Syrie. Alors, autre sujet, on en vient à la France. L'après 7 octobre a débouché sur une vague d'antisémitisme sans précédent, notamment en France. Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI multiplient depuis des années, singulièrement depuis 7 octobre, les déclarations et les tweets au relents nauséabonds et antisémites sur le CRIF ou sur des personnalités juives. Dernier dérapage en date, cette affiche de LFI ciblant Cyril Hanouna. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu une affiche de LFI représentant Hanouna en reprenant les codes de la propagande nazie et de Vichy? J'ai été choqué, je ne suis pas le seul, puisque, y compris dans les rangs de la France Insoumise, des voix se sont élevées pour dénoncer cette opération. Cette opération, c'est à la fois une faute morale et c'est une faute juridique. Une faute morale, parce qu'une nouvelle fois, venant de la France Insoumise, on voit une forme d'instrumentalisation des codes antisémites les plus nauséabonds. Et c'est une faute juridique, parce que depuis l'année dernière, et la loi que j'ai portée pour la sécurisation de l'espace numérique, eh bien, diffuser un hypertrucage, c'est-à-dire une deepfake sans le consentement de la personne et sans préciser qu'il s'agit d'une deepfake, eh bien, c'est puni de 15 000 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement, pouvant être relevé à 75 000 € d'amende lorsque cette hypertrucage, cette deepfake, est propagée sur les réseaux sociaux. Et vous avez vu ce qu'a dit pourtant le député LFI Paul Vannier, que c'était la faute au logiciel d'intelligence artificielle. Non, c'est la faute à celui qui le diffuse. Mais ils vont préciser des choses. La faute à Elon Musk et son logiciel Grok, Grok d'intelligence artificielle. Alors ? Eh bien, dans la loi que j'ai fait voter l'année dernière, celui qui se rend responsable de la production et de la diffusion d'une deepfake, c'est-à-dire d'un hypertrucage, est passible de lourdes amendes. De quoi LFI est-il le nom? De quoi Mélenchon est-il le nom? Est-ce que beaucoup voient dans Mélenchon un antisémite et dans LFI le premier parti antisémite de France, et vous? Ce que je vous dis, c'est que je dénonce l'instrumentalisation régulière de codes de l'antisémitisme le plus nauséabond à des fins politiques. Et je trouve que c'est dégradant et que cela appauvrit notre débat politique, en plus de soulever des questions comme celles qu'on vient d'évoquer, qui sont du ressort de l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire. Après les propos de l'eurodéputé LFI Rima Hassan, qui avait qualifié de légitime l'action du mouvement terroriste Hamas, 95 députés issus de la droite et du centre ont demandé à la présidente du Parlement européen de permettre la levée de son immunité parlementaire. Est-ce que vous approuvez? Est-ce que vous souhaitez que son immunité parlementaire soit levée? Pardon, c'est pas 94 députés, c'est 94 sénateurs. Est-ce que vous souhaitez que son immunité soit levée? Je ne veux pas faire interférence dans la vie parlementaire et prérogatives du Parlement. Ceci étant dit, je me joins à ceux qui considèrent que les attitudes et les propos qui sont tenus par Rima Hassan dans de nombreux contextes sont profondément choquants et totalement inacceptables. Antisémite? Et soulève à nouveau, bien sûr, à caractère antisémite, et soulève des questions qui sont du ressort de l'autorité judiciaire. Soutien au Hamas, au Hezbollah, à la Syrie d'Assad, à l'Iran, éventuellement aux Houthis. LFI est-il le parti de l'étranger? LFI est par construction le parti de l'alliance bolivarienne et se trouve systématiquement du mauvais côté de l'histoire. Mauvais côté de l'histoire. Autre côté de l'histoire, on en revient en relation France-Algérie. Cette crise sur fond d'arrestation, d'emprisonnement arbitraire de Boualem Sansal. D'abord, est-ce qu'il n'est pas l'oublié de la République, Boualem Sansal? Est-ce que vous avez des indications laissant croire que les autorités algériennes vont libérer? Puis après, on parlera des OQTF. Boualem Sansal. Il n'est évidemment pas l'oublié de la République. Nous sommes très préoccupés par son sort. Moi-même, je prends de ces nouvelles auprès de notre ambassadeur à Alger très régulièrement, et je souhaite vivement, étant donné ses conditions de santé, sa situation
de santé qui puisse être Est-ce que vous avez des indications comme quoi il pourrait être libéré rapidement? Nous y œuvrons activement. Bruno Retailleau menace de démissionner, votre collègue de l'Intérieur, du gouvernement si la France, dit-il, cède sur sa volonté d'assumer le bras de fer avec l'Algérie, notamment concernant les OQTF. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que le gouvernement, le Premier ministre et le Président de la République ne seraient pas fragilisés par le départ de Bruno Retailleau? Je ne crois pas que c'est ce que Bruno Retailleau a dit. Bruno Retailleau est un très bon ministre de l'Intérieur qui fait un remarquable travail. Et s'agissant de l'Algérie, la ligne du gouvernement est très claire. Elle a été fixée. Vous ne croyez pas qu'il démissionnera? Elle a été fixée par le Premier ministre. Mais vous ne croyez ministre. pas qu'il va démissionner? Je crois que la question ne se pose pas. Elle ne se pose pas? Non. Donc il n'y a qu'une ligne au gouvernement où il y a la ligne dure de Bruno Retailleau et la ligne plus souple, plus ouverte aux volontés de l'Algérie que vous défendez? Non, il n'y a eu qu'une seule ligne, celle qui a été tracée par le Premier ministre à l'issue du Conseil interministériel de contrôle de l'immigration qui s'est tenu il y a quelques semaines et qui a défini la stratégie. Est-ce que vous confirmez qu'il y a une liste de 60 Algériens qui a été remise aux autorités algériennes demandant à ce qu'ils soient repris en Algérie? Oui, mais les services du Quai d'Orsay ont remis cette liste comme nous de 60 personnes, comme nous nous y étions engagés à l'issue du comité interministériel de contrôle de l'immigration. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu? Cette liste a été transmise aux autorités algériennes. Et au-delà, quelles sanctions contre l'Algérie? L'accord franco-algérien de 68 qui régit les règles de séjour applicables aux Algériens va-t-elle être revue? Je vous l'ai dit, la stratégie est très claire. L'objectif, c'était de dresser et de transmettre une liste d'Algériens en situation irrégulière aux autorités algériennes en leur laissant un délai pour qu'elles puissent réadmettre, c'est-à-dire reprendre ces Algériens en situation irrégulière en France. Et donc je vous repose la question, donc pour vous, il n'y a pas de risque que Bruno Retailleau démissionne? Je crois que la question ne se pose pas. La question, il vous l'a dit? Vous en êtes certain? La question ne se pose pas. Ne se pose pas et donc il n'y a pas de problème, il restera ministre de l'Intérieur. Pourquoi voulez-vous qu'il ne soit plus ministre de l'Intérieur? Parce qu'on a l'impression qu'il veut... Vous avez l'impression? Il a laissé entendre qu'il pouvait démissionner. Ce n'est pas la manière dont j'ai lu ses propos et je crois que la question ne se pose pas. Autre dossier international, l'Arménie. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont annoncé s'être mis d'accord sur le texte d'un accord de paix. L'Arménie aurait dans ce cas accepté de mettre fin à la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie. Si tel est le cas, avec une partie comme la dictature d'Aliyev, comment la France et l'Europe entendent-elles s'assurer de la mise en œuvre de bonne foi de cet accord de paix? Est-ce que vous y croyez? J'accueille très favorablement l'accord qui a été trouvé sur le principe et sur les points qui étaient en cours de discussion. Et il n'y a désormais plus aucun obstacle pour que cet accord de paix puisse être signé et que la paix revienne dans le Caucase, une région qui est essentielle. Le développement économique de l'Arménie est une condition essentielle de sa sécurité. La France compte-t-elle mettre en œuvre des actions concrètes pour favoriser le développement économique et le désenclavement de l'Arménie et lesquelles? La France se tient aux côtés de l'Arménie dans tous les domaines, économique, coopération d'ailleurs en matière de sécurité également, et nous allons continuer à le faire. Alors, autre dossier international, pour conclure cette émission, c'est ce qui se passe au Congo. L'Est de la République démocratique du Congo est en proie à une escalade dramatique de violence, avec des massacres de civils à répétition qui s'apparentent à un génocide, on va dire, silencieux. La France, puissance dotée d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, peut-elle encore se contenter de simples condamnations ou doit-elle prendre une initiative forte, concrète et immédiate pour briser l'impunité et protéger les populations? Merci d'évoquer cette situation qui est la crise qui est l'une des plus graves, la crise humanitaire qui est l'une des plus graves aujourd'hui dans le monde, avec 7 millions de personnes déplacées, dont 1 million depuis le début de cette année, des milliers de personnes civiles, innocentes, qui ont perdu la vie. Dans ce contexte, le groupe rebelle M23 doit cesser son offensive dans l'est de la République démocratique du Congo, qui menace d'embraser la région tout entière. Et l'armée rwandaise doit se replier et cesser de violer l'intégrité territoriale et la souveraineté du Congo. La France se mobilise, à la fois au Conseil de sécurité, vous l'avez évoqué, où nous avons fait adopter à l'unanimité une résolution condamnant les actions du M23. Nous mobilisons aussi au niveau de l'Union européenne, où des sanctions visant les responsables du groupe rebelle M23 vont être prises prochainement, en tout cas je le souhaite vivement. Et puis au niveau national, en déployant un effort diplomatique, je me suis moi-même rendu et
à Kinshasa, côté Congo, et à Kigali, au Rwanda, pour appeler les deux présidents à mettre fin aux hostilités et à entrer dans un processus de négociation. Je constate que le groupe rebelle M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo ont initié un dialogue, ce qui est une bonne chose et qui doit conduire à une cessation des hostilités et un règlement durable de cette crise qui menace sinon d'embraser toute la région. Toute la région, l'Afrique, la France a joué un rôle historique en Afrique et petit à petit, le rôle de la France disparaît, est remplacé par celui des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Quel levier concret la France peut-elle encore actionner pour équilibrer la balance et éviter de devenir un acteur secondaire, notamment dans ce pays, la République démocratique du Congo, pourtant historique? La France ne s'efface pas de l'Afrique. La France continue de jouer un rôle essentiel. La France est le deuxième investisseur aujourd'hui en Afrique et nos investissements ont doublé depuis 15 ans. Nous avons simplement fait évoluer notre stratégie vis-à-vis de l'Afrique dans la relation que nous entretenons avec chacun des pays. Une relation qui est fondée sur les intérêts mutuels et qui embrasse tous les domaines qui vont de l'économique au culturel en passant par le scientifique. Et ce sont des partenariats... Avec un rôle de la Chine, de la Russie et des États-Unis qui s'accroît. Et un rôle de la France qui s'accroît et qui développe de nombreux partenariats. Je vous invite à compter le nombre de dirigeants africains qui sont venus en France rencontrer le président de la République ou les autorités françaises et inversement. Le nombre de déplacements du président de la République, de membres du gouvernement en Afrique. Vous verrez la richesse et l'intensité des liens que nous nouons avec le continent. Merci Jean-Noël Barrot, monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J. À dimanche prochain. Merci à vous.